invitée avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Léa Dunant-Châtelet est avec nous, directrice de l'investissement responsable de DNCA. Bonsoir Léa. Bonsoir Grégoire. Xavier Deburen, le directeur des investissements d'OTA Capital, est à nos côtés également. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Et Damien Charlel, directeur de la gestion sous mandat de Mandarine Gestion, nous accompagne également. Bonsoir Damien. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver tous les trois. Damien, un mot, et tous, un mot des enjeux du mois d'octobre, comme je le présentais, avec l'idée d'un atterrissage quand même macroéconomique, notamment américain, européen peut-être également, et puis face à cela quand même des amortisseurs comme je les appelle, c'est-à-dire que la Fed a enclenché son mouvement de cycle de baisse de taux, la BCE également, d'autres banques centrales sont déjà impliquées dans ces baisses de taux elles aussi, la baisse du pétrole, alors modulo la séance du jour, mais c'est vrai qu'on a quand même une baisse du pétrole continue depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, qui est perçu comme un facteur positif pour le consommateur occidental. Et puis, dernier événement en date, l'idée d'une relance chinoise ou l'idée d'un effort budgétaire et monétaire chinois pour permettre de stabiliser une situation économique compliquée. Est-ce que ça suffit ? Est-ce que déjà tout ça, ça suffit pour se dire que voilà, il y a quand même des planchers aussi peut-être au ralentissement macro et à une éventuelle correction des marchés dans ce contexte ? Est-ce qu'il y a des planchers ? C'est difficile à dire. Pour l'instant, la tendance, d'une manière générale, c'est un ralentissement en Europe avec des chiffres en valeur absolue qui déjà n'étaient pas bien flamboyants avant ce ralentissement. Donc, malgré tout, même si on n'imagine pas que la croissance européenne tombe à des niveaux vraiment inquiétants, en tout cas, la croissance européenne va rester faible. On rappellera que dans ce contexte-là, si on parle directement un peu entreprises et bourse, que les entreprises ont des marges à des niveaux élevés, qu'avec une inflation qui baisse et un consommateur qui est toujours pas au rendez-vous, il y a quand même un risque sur les résultats des entreprises, sachant que en plus les prévisions pour 2025 sont relativement optimistes déjà en Europe, puisqu'on est en gros à 10-11% d'attente de croissance des résultats. Donc tout ça, ça nous donne un panorama sur les sociétés européennes, ou en tout cas sur le contexte boursier européen, qui ne donne pas très très envie pour l'instant. Si on regarde maintenant les États-Unis, les États-Unis, qui évidemment, une fois de plus, qui ont fait preuve d'une résistance à toute épreuve au niveau économique, malgré tout, même si on voit quelques signes s'il y a des hauts et des bas et qu'on voit quand même encore certains signes de résistance, il y a quand même quelques inquiétudes et je pense que c'est pas innocent si la Fed baisse ses taux d'intérêt. Je veux dire, alors aujourd'hui, on a eu les emplois de Jolts dans l'après-midi, alors qui étaient un peu supérieurs aux attentes, qui sont à 8 millions. Je lisais un article tout à l'heure qui mentionnait qu'en 2019, on était à 7,5 millions et en 2019, on était dans l'anticipation d'un ralentissement cyclique normal. Donc, la petite bonne surprise sur Jolts aujourd'hui, des petits rebonds sur les Jolts, il y en a déjà eu plusieurs dans la descente, parce que ça fait déjà depuis 2022 que les chiffres de Jolts y baissent. Donc le petit rebond par rapport aux 7,6 millions du mois précédent, pour l'instant, il ne signifie pas grand-chose. Oui, c'est pas une tendance. Non, bien sûr, ça ne remet pas en cause la tendance. Jérôme Powell le dit, le marché du travail n'a pas besoin de refroidir plus qu'aujourd'hui. Donc, Ah oui, clairement, il a pas besoin de refroidir plus. Il ne veut pas que ça refroidisse plus. C'est un put officiel. Absolument. C'est un put officiel. Alors, quand on parle de put, moi, ce qui me dérange toujours un peu, c'est qu'effectivement, depuis pas mal d'années, on parle des puts des banques centrales pour dire que les marchés boursiers ne peuvent pas baisser ou qu'ils auront du mal à baisser parce qu'il y a un put. Là aussi, on a vu pas mal d'études récemment qui montraient qu'au final, et heureusement, et c'est logique, les bourses, elles varient en fonction des résultats des entreprises. À la fin de la journée, c'est ce qui compte. De manière bête et méchante. Donc, de deux choses l'une, soit les baisses de taux qui ont commencé et qui arrivent permettront aux résultats des entreprises de tenir à un niveau élevé, voire de continuer à croître, ce qui est le scénario du consensus. Dans ces cas-là, on aura un marché boursier qui se tiendra. Soit ça ne suffit pas, et vous pouvez baisser les taux d'intérêt, la bourse baissera. Et historiquement, depuis 30 ans, c'est quand même arrivé assez rarement qu'on gère un atterrissage en douceur de manière très satisfaisante, on va dire. Et là, vous dites, on ne peut pas acheter dans le contexte, c'est compliqué d'acheter comme ça un plus 10% de croissance bénéficiaire en 2025 pour les entreprises européennes. Pour les entreprises européennes, ça me paraît compliqué, et pour les entreprises américaines qui sont à plus 16, ça me paraît encore plus compliqué. Encore plus compliqué. Alors après, on généralise parce qu'on parle d'indices, donc on peut toujours après financer sur qui génère les résultats, si c'est les grandes ou les petites entreprises. Mais en tout cas, ça donne le sentiment quand même qu'à court terme,
le potentiel est relativement limité. Et après, en ce qui concerne la situation chinoise, bon, ça a mis un petit coup de boost quand même la semaine dernière. Alors ça a mis un petit coup de boost, mais un ça petit s'est vu quoi. Oui, mais un petit coup de boost qui est toujours aussi étonnant, j'allais dire. C'est-à-dire voir des LVMH ou des Hermès grimper de 20% sur la semaine, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc en ce qui concerne la Chine, je pense que là aussi, au bout du bout, comme dans les pays occidentaux, ce qui compte, c'est le consommateur, et c'est la confiance du consommateur, et la confiance du consommateur qui est très très basse, et le consommateur ne consomme pas. À très court terme, je ne suis pas convaincu que les mesures du gouvernement chinois fassent remonter la confiance du consommateur, parce que le consommateur, il regarde surtout son patrimoine immobilier qui représente 70% de ses actifs. Et tant que le prix de l'immobilier ne remontera pas, a priori, il y a peu de chances pour qu'il reconsomme. Et ce qu'on a vu ces derniers mois, c'est que même avec des baisses de taux d'intérêt, les prix de l'immobilier, pour l'instant, ne remontaient pas. Donc, oui, c'est bien. En Chine, peut-être que ça permet de mettre un plancher sur un niveau de croissance. Mais les mesures qui ont été annoncées, on va voir ce que ça donne, mais ce n'est pas évident que ça suffise là aussi à tirer la croissance chinoise peut-être, mondiale, on en doute un peu. Ouais. Léa, c'est vrai qu'on a quand même terminé le mois de septembre, alors qui est toujours un mois de tous les dangers, parce que la saisonnalité, etc. Voilà. Donc on entre généralement dans le mois de septembre en étant assez prudent, et effectivement il fallait l'être au début du mois de septembre. Mais c'est vrai que la deuxième partie du mois a été quand même assez très positive, même il faut le dire, euphorique. Ouais. Donc on termine ce mois de septembre avec un sentiment de marché qui s'est quand même nettement redressé, qui s'est amélioré. Est-ce que c'est juste une question de sentiment, et on sait que le sentiment peut varier très vite, ou est-ce qu'il y a un peu plus que ça derrière ce sentiment? Je pense qu'il y a des indicateurs justement de sentiment de marché qui étaient importants à regarder tout début septembre et suite aux annonces de Powell notamment et de la Fed et de cette baisse des taux, et qui faisaient écho à ce qui s'est passé en août. Je vous rappelle 2 chiffres macro qui ont fait frémir les marchés assez violemment. La question qui s'est posée, c'est finalement est-ce que la Banque centrale américaine n'arrive pas un peu trop tard parce qu'elle voit des choses qu'on ne voit pas. Et d'ailleurs, même si le consensus reste effectivement majoritairement dans ce soft landing, il y a quand même de plus en plus de pourcentage dans les sentiments de marché sur ça va peut-être pas être si soft que ça. Et pour reprendre les zones géographiques, parce que c'est ça qui est important, alors on va mettre de côté le contexte géopolitique, parce qu'il y a toujours des facteurs externes pour venir bouleverser tout ça, et on est bien placé aujourd'hui pour le dire, mais en dehors de cette partie-là, l'Europe va clairement très mal. Et donc, je rejoins absolument ce qui s'est dit sur les croissances bénéficiaires. D'ailleurs, en témoigne ce qui s'est passé depuis le début de l'année. Croissances bénéficiaires en Europe sont passées de 7-8 en début d'année, elles sont autour de 3 maintenant. C'est exactement l'inverse qui s'est passé aux États-Unis. Et je pense qu'effectivement, on reste quand même extrêmement confiant sur l'économie américaine à ce stade, à raison. Il y a quasiment aucun voyant rouge qui s'allume. Donc pour l'instant, on peut rester dans ce scénario-là. L'Europe, ça va être beaucoup plus compliqué. L'Allemagne est en passe quasiment de revenir en récession. C'est un très gros moteur, c'est très compliqué. Et sur la Chine, alors c'est effectivement un effet d'annonce qui a plu au marché. Ça fait quand même un moment qu'on attend cette relance du marché chinois. Différent des annonces précédentes de ce point de vue-là, j'ai en termes d'ampleur, ne serait-ce que ça. Oui. Et donc forcément d'ampleur et puis aussi de poids sur la consommation, parce qu'effectivement c'est le consommateur qui est pas là. Dans les quelques pourcents maintenant de croissance que la Chine a, la majorité vient quand même du commerce extérieur. Ouais. Donc il n'y a plus rien, il n'y a plus de moteur à l'intérieur. Il faut impérativement le relancer. De là à dire que ça va fonctionner, je pense que là la réaction qu'on a vécue sur les marchés est un petit peu surdimensionnée parce qu'il va falloir du temps pour que tout ça se remette en route. Ça montrait surtout le niveau de survente et de déshérence des actions chinoises, notamment. Absolument, c'est ça. Absolument. Et ça depuis quasiment 3 ans maintenant. Donc c'est quand même très très long. Donc après, une fois qu'on a ce panorama-là, avec une Europe qui est quand même, à mon avis, qui va être le centre du sujet pour les investisseurs là, dans les prochains mois et qui se voit à travers les flux. Il n'y a pas un flux qui vient en Europe, malheureusement. Le rationnel de marché, c'est de regarder aussi les niveaux de valorisation. Et c'est là où, effectivement, on a du mal à retrouver du potentiel. Moi, je suis tout à fait en ligne avec ce qui vient d'être dit. Comment rentrer dans ce train qui est déjà parti très, très vite et depuis déjà un moment, alors même que finalement, les perspectives de croissance, elles sont soit très médiocres en Europe, sous-attentes en Chine et aux États-Unis. Il reste quand même encore quelques craintes que ce soft landing ne se fasse pas. Je reviens à mes 3 amortisseurs, mais bon, on connaît tous les problèmes de l'Europe. Le marché, les investisseurs, on leur rabâche les oreilles avec ça toute la journée. Mais un peu de stabilisation de la croissance en Chine, sans même parler de relance, des baisses de taux de la BCE peut-être
un peu plus rapide que ce qu'on pouvait imaginer par nécessité, bien sûr. Et puis la baisse du pétrole, qui est bonne aussi pour notre zone qui en consomme. Enfin, est-ce que ça peut quand même adoucir un petit peu les problèmes de la zone euro à court terme, rencontre? j'ai du mal à le croire. Je pense que là, on voit ce qui se passe également en France, qui est quand même un catalyste extrêmement important. Certes, les pays du Sud s'en sortent mieux, mais la France va peiner très sérieusement là dans les prochains mois, ne serait-ce qu'à justifier sa capacité à tenir son budget. Donc ça va peser indéniablement. Alors les très grandes capitalisations, les très grandes entreprises françaises sont majoritairement exposées à l'étranger. Ça, du coup, ça va moduler un tout petit peu. Mais l'investisseur ne le regarde pas comme ça. Moi, je crois malheureusement qu'aujourd'hui, les marges sont élevées. C'est tout à fait vrai. Il y a plus... Enfin, là, c'est du comportement de marché, mais il y a plus finalement d'éléments qui pourraient conduire à la baisse pour les entreprises que de catalystes positifs. Quels sont les catalystes positifs? Ça, c'est juste ce que vous écrivez, des éléments qui peuvent éventuellement soutenir ces niveaux de valorisation si tout le reste va bien. Ouais. Bon, quel est votre état d'esprit au démarrage de ce mois d'octobre, dans le sillage d'un mois de septembre qui aurait été finalement positif quand même pour les marchés actions? Alors si on prend un peu de recul, le scénario macro, il était assez clair. On a des baisses de taux, ralentissement économique, donc forcément un positionnement qui est défensif. Ouais. Et on l'a vu quand on regarde les performances sur 3 mois sur le stock 600, donc qui regroupe les 600 plus grosses entreprises européennes, pas de la zone euro, mais européennes. En gros, cet indice a cru de 2,5% et on a une divergence très importante en termes sectoriels, puisqu'on a l'immobilier qui a pris 15%, on a le retail, donc c'est toute la distribution alimentaire, etc., qui a pris environ 13%. Et ensuite, la partie utilities, télécom, qui sont là, sont des vrais défensifs. Ça, c'est des secteurs qui ont pris environ 10%. Et à l'inverse, on a tout le secteur automobile, qui a perdu 15%. On a le secteur tech qui a perdu 5%. Donc on voit bien que le choix des investisseurs il a été très clair depuis 3 mois, même si, vous l'avez dit, avec les annonces de ce plan de relance quand même très massif qu'on a observé en Chine, on a vu une inversion assez forte. Sur une semaine, ça a corrigé un peu l'écart. Effectivement, les cycliques ont été particulièrement recherchés. Donc ça c'est l'élément qui dit qu'il y a quand même pas mal de prudence, sans doute de l'attentisme, même si le scénario de soutien des banques centrales américaines comme européennes est pour moi un message assez solide et assez fort pour les actifs risqués. Notamment, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est la Fed, qui est partie en dernier, a pris la main. Elle a rattrapé un peu son retard. Directement, elle a baissé ses taux de 50 points de base, laissant finalement la Banque centrale européenne à être... d'un côté, il y a les États-Unis qui ont pas mal la balle est à nouveau dans le camp de la BCE. Et c'est exactement ça. D'ailleurs, hier, Catherine Lagarde devant Christine. Pardon, Catherine. Mais ça lui va bien, Catherine, en même temps. Commençons pas, non. Mais effectivement, Christine, hier, devant le Parlement européen, a souligné quand même un problème de demande, un problème d'investissement, un problème de consommation intérieure en Europe. Qui et que les salaires étaient peut-être moins un problème que ce qu'on imaginait. Et qui était très opposé par rapport à son discours qu'elle avait tenu lors de sa dernière réunion. Donc il y a pas mal d'éléments. Un point peut-être sur... si on prend un peu de recul et historiquement, quand on a une inflation qui est aux alentours de entre 1 et 2% en Europe, la valorisation moyenne du marché est de 15 fois le PE. Aujourd'hui, on est à 13,5. Donc on voit bien, les derniers chiffres l'ont montré aujourd'hui à 1,8%, c'est des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis l'été 2021. Donc ça... Voilà, c'est aussi des éléments qui peuvent... Ça peut soutenir la valorisation un peu plus que ce qu'on voit aujourd'hui. Ensuite, sur le risque des marges et sur le risque des bénéfices par action, là, j'ai regardé sur Bloomberg juste avant de partir, on a déjà pas mal rebaissé, parce que les États-Unis, c'est plutôt aux alentours de 13% qui sont attendus pour 2025 et 8% pour l'Europe. D'accord, ok. Mais ça souligne quoi? Ça souligne que c'est un vrai retour finalement du stock picking, de la sélection de valeur et que... on n'est plus dans un marché où tout montait. Et d'ailleurs, depuis quelques temps maintenant, et l'illustration de cette divergence quand même très marquée qu'on peut observer dans les marchés souligne qu'il va falloir se montrer extrêmement sélectif dans nos allocations, les diversifier,
et privilégier également toute la partie obligataire qui reste quand même assez intéressante, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. C'est quoi des secteurs qui sont à risque, pour lesquels le marché attend peut-être trop aujourd'hui en Europe là ? Alors, le nettoyage a quand même été pas mal fait. Sur toute la partie cyclique, on a une révision assez marquée du consensus sur les attentes. Donc ça s'est observé sur les secteurs du semi-conducteur qui est à la peine depuis le début de cette année. On constate sur l'automobile, on est en plein dedans et on voit des révisions et des profit warnings, des avertissements sur résultats qui se font semaine après semaine. Et le dernier en date était évidemment Stellantis, très marqué. Donc ça, c'est aussi les entreprises et ces secteurs qui font face à des gros problèmes de croissance doivent vraiment remettre à plat toutes les attentes et donc frapper fort. C'est ce qui se passe. Donc on voit bien que là, il y a un ajustement qui se fait. Sur l'énergie, c'est la même chose. On intègre des prix du pétrole qui vont être durablement plus bas que ce qui ne pouvait l'être. Ça a été le cas sur le luxe aussi, où ça a permis de gommer des exagérations de valorisation qui avaient été atteintes sur le secteur. Et on commence à tenir compte de croissance beaucoup plus en ligne. Ces secteurs-là sont plus en ligne avec des attentes raisonnables. Et c'est ce qui explique d'ailleurs la divergence de perf qu'on a sur 3 mois. Et à l'inverse, on a des révisions trimestre après trimestre positives sur le secteur des utilities, sur le secteur bancaire notamment. Toujours. Voilà. Ouais. Donc à risque, ça commence quand même à être pas mal intégré. Ouais. Sur l'automobile spécifiquement, je sais pas, c'est un secteur qui intéresse toujours. Quelle est la gravité ou la profondeur de la gravité aujourd'hui Je pense que la situation est quand même pas terrible parce que c'est pas juste une question de cyclicité. Il y a plusieurs éléments. Bon, évidemment, le premier qui nous vient directement à l'esprit, c'est le fait que la concurrence chinoise devient problématique. Et c'est à mettre en parallèle avec, à mon sens, un certain nombre de constructeurs qui ont monté les prix de manière tellement forte qu'ils vont le payer. Ils vont le payer parce qu'ils sont plus concurrentiels. Donc il y a la vraie question, c'est est-ce que les grands constructeurs sont prêts à baisser leurs prix, ce qui semble pas être le cas pour l'instant. Que va faire la zone euro par rapport à la concurrence chinoise? Alors on a vu que même au sein des dirigeants des entreprises automobiles, on n'est pas d'accord sur est-ce qu'il faut mettre des taxes ou est-ce qu'il ne faut pas en mettre. Bien sûr. Donc de ce point de vue-là, la visibilité est nulle et pour l'instant, on ne voit pas trop de catalyseurs ou de bonnes nouvelles potentielles. Pour vous, c'est un couteau qui tombe, quoi. Enfin, je veux dire, là, c'est pas, il n'y a pas l'idée de se dire, tiens, je vais être contrariant sur l'auto. C'est trop tôt. D'accord. C'est beaucoup trop tôt. Beaucoup trop tôt. Les warnings, ils arrivent que depuis 3 gros mois. Enfin, c'est ça. Oui, j'allais dire quelques semaines. Non, mais je rappelle juste, secteur en Europe, en tout cas, sur les 3-4 premiers mois de l'année, c'était une fusée. C'était un secteur leader. C'était encore les marges Covid. C'était un autre monde, quoi. Et la vitesse à laquelle ça change est spectaculaire. Ils sont en train de chuter. Après, est-ce que dans les équipementiers auto, potentiellement, il n'y a pas des choses à faire parce que eux peuvent être des fournisseurs de constructeurs de constructeurs chinois. Là, en revanche, c'est peut-être plus intéressant, un Forvia ou des entreprises comme ça. Il y a que le dernier warning de Forvia, je crois que le titre baissait plus. Mais il a tellement baissé. Il a tellement baissé. Je sais. 20%, C'est ça, on est d'accord. C'était il y a une semaine, 10 jours. Vu le warning de Forvia et sur la nouvelle, le titre baisse plus. Oui, mais c'est sur le warning de Stellantis, il perd 10%. Ah bah d'accord, mais sur Forvia spécifique. Mais ça reste, tout ça reste tellement corrélé. Par les paniers. Mais effectivement, je pense que sur les équipementiers, il y a sûrement davantage de choses à faire parce que les équipementiers, d'abord, se spécialisent par domaine d'activité. Donc, ils sont moins concurrencés sur certains produits. Et puis, deuxièmement, ils peuvent avoir des constructeurs qui marchent comme clients. Mais sinon, le secteur auto... Constructeur OEM européen, pour l'instant, il y a beaucoup mieux à faire. Oui. C'est pas le moment de prendre un risque comme ça. Oui, moi j'ai envie de compléter parce que ce secteur il m'intéresse beaucoup sur à la fois la partie extra-financière dont on discute souvent, mais aussi pour reprendre le contre-pied de ce qui a été dit sur comment les constructeurs se sont organisés. Il y a aussi la demande. La demande, elle n'est pas là en fait. C'est-à-dire qu'on a poussé ce secteur-là vers des technologies à marche forcée, et ça on le savait très bien, dont déjà les échéances ont été repoussées en fin d'année. C'est plus 2030 le véhicule électrique, c'est 2035, et ça les patrons de l'industrie nous l'ont tous dit.
en fait, on savait très bien que ça allait être compliqué. Là, on a les immatriculations en août qui se sont effondrées, alors en volume d'une part, mais en particulier dans les segments de l'électrique et de l'hybride. Donc l'électrique, c'est plus de 15% des immatriculations, c'était plus de 20% l'année dernière. Hein. Exactement. Et donc on en revient à cette problématique. Les ventes de véhicules électriques, moins 44% en Europe. L'hybride, c'est exactement la même chose. Tout ça, effectivement, parce que les pricing ne sont pas bons. Ça, c'est la première chose. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'appréhension maintenant sociétale de prendre son véhicule électrique, à marche forcée aussi, et dont l'usage n'est pas forcément en adéquation avec ce que l'on veut en faire. Ouais, et ça, c'est le vrai problème de fond. Et donc, aujourd'hui, on a des constructeurs qui sont dans une impasse. Là où je vais moduler un petit peu ce qui a été dit, il y a quand même eu beaucoup de phénomènes, et ça date pas d'il y a 3-4 mois, sur les constructeurs européens qui quand même laissaient penser qu'il y avait des sujets de fond très forts. Je vais commencer par les rappels de véhicules. Si on prend Stellantis, la quantité, donc le nombre de véhicules rappelés est supérieur au nombre de véhicules produits cette année. Ça, c'est quand même un élément extrêmement fort et qui dure. C'est-à-dire que nous, on a pour habitude de regarder, vous savez, les news, ce qu'on appelle le momentum extra-financier. Et ça date déjà d'il y a 18 mois. Les rappels produits s'accélèrent massivement chez les On avait des signaux faibles. Ouais. Depuis des mois. Il y a eu également tout le phénomène aux États-Unis également. Alors, on ne fait pas le lien en ce moment parce qu'une partie des problématiques de Stellantis sont aux États-Unis actuellement. Alors, personne ne fait le lien avec les mouvements sociaux qui ont eu lieu maintenant il y a plusieurs mois. Oui, bien sûr. Mais, grande grève de Détroit. Exactement, c'est souvent lié. Quand on a des phénomènes de ce type-là, des climats sociaux qui sont compliqués. Ça désorganise le système. Bien évidemment, et c'est souvent avant-coureur d'une problématique beaucoup plus profonde et opérationnelle. Ouais. Et moi, je crois qu'en fait, ce secteur-là, il est à mal depuis très longtemps. C'est pour ça qu'on en est écarté depuis très longtemps. Et pour revenir sur le sujet des équipementiers, alors les équipementiers, malheureusement, il y en a un certain nombre que j'affectionne, ont aussi pris le virage, effectivement, de ces transitions technologiques. Donc, cette visibilité, elle s'éloigne encore plus. Hein. La plupart nous disaient début de 2024 qui commencerait à avoir de la visibilité là en fin d'année, on va reculer encore, très clairement. Donc ça va continuer à être compliqué. Et n'oublions pas une chose, les usines ferment les unes après les autres. En Europe, les grandes annonces de Volkswagen ne sont pas du tout neutres dans le secteur, c'est même historique quasiment. Ça va nous amener, à mon avis, des mouvements sociaux assez forts. On connaît le poids des syndicats là-bas d'une part, mais surtout le tissu économique, notamment équipementier, ne va pas s'en sortir indemne, de toute façon. Je disais qu'il y a une trentaine d'usines en Europe peut-être qui tournent sans rentabilité aujourd'hui. Voilà. L'auto, je ne sais pas s'il y a encore des choses à dire là-dessus. Pour aller dans le sens un peu social qui a été évoqué juste avant, je peux rappeler qu'un emploi sur 10 en Allemagne est lié à l'industrie automobile. Je mettrais en termes social également toute la partie des dealers automobiles, des concessionnaires. Et c'est vrai que ça a été un vrai sujet chez Stellantis, qui du jour au lendemain a voulu finalement sortir complètement toute cette activité de son périmètre et sans vraiment donner des solutions, etc. pour ça. Et ça se voit clairement sur les ventes. Et en fait, on a un secteur auto qui a des problématiques d'exécution. On l'a vu sur la fabrication, c'est aussi sur les rappels, tous les sujets sur les airbags notamment, problèmes de qualité. On a des problèmes réglementaires, on l'a évoqué, mais que ce soit sur la pression qu'on a de l'Europe sur les émissions qui doivent baisser en moyenne chaque année sous peine d'amende très importante. Le montant des amendes, c'est Lucas Demeo qui donnait le montant des amendes pour les prochaines étapes l'an prochain sur les atteintes d'objectifs pour ceux qui n'y arriveront pas. Voilà. C'est des chiffres on est dans un corner, il y a un problème de demande, on en a parlé. Les immatriculations au mois d'août en Europe, c'est moins 18%. Donc ça montre bien. Et sur le véhicule électrique, on l'a dit, moins 44%. Il est vrai que l'usage de la voiture électrique, ça s'adapte quand même plus à une utilisation en ville. Et ça, une fois que les gens sont équipés, ils ne vont pas en acheter 2 ou 3. Donc voilà. Et puis ensuite, vous avez un problème de concurrence qui a été évoqué également. En Chine, et ça, c'est tous les OEM allemands qui souffrent de la très forte pénétration des acteurs locaux en Chine. Et puis sur le véhicule électrique, en Europe, et on voit bien que, alors aux États-Unis ils ont tranché, puisque Biden a dit c'est 100% de taxes, donc le problème est réglé.
En Europe, on a toujours un peu peur de son nom et de ce qui peut se passer. Donc là aussi, c'est pas tranché là-dessus, mais c'est clairement un vrai sujet puisque les Chinois, ils se sont dit que de toute façon, ils n'allaient pas rattraper leur retard sur les moteurs thermiques. Ils ont été directement, ils ont mis le paquet sur la voiture électrique et ils ont des voitures qui fonctionnent très bien et tout un tissu industriel qui permet d'être très compétitif en termes de prix. Donc l'enjeu sur le secteur automobile. Mais c'est-à-dire quand on essaye de réfléchir un peu à l'avenir stratégique de ce secteur, parce que là on va parler de consolidation, alors je sais pas, dans le secteur bancaire par exemple, on a un deal avec un chimiste allemand aujourd'hui, mais le secteur auto en Europe, il faut imaginer d'autres rapprochements, la stratégie de plateformisation, il y a quand même des stratégies qui peuvent permettre de consolider ce qui restera de ce secteur en Europe, Damien ? On parle ces derniers jours de rapprochement, Stellantis, Renault et même BMW qui soi-disant se discuteraient ensemble. J'imagine tous les analystes ont déjà réfléchi aux mécanos, à tous les types de mécanos possibles, et les analystes et les industriels, j'imagine. L'objectif c'est toujours le même, c'est d'avoir un seuil de rentabilité plus bas en faisant du volume et sortir la voiture électrique pour le ménage moyen au meilleur prix, quoi. Mais ça va prendre tellement de temps de faire ça que de toute façon ça va pas régler le problème dans les 3 à 5 ans. Lucas Demeo, il a essayé de pousser l'idée de plateforme. Je crois que ça n'a pas fonctionné. Il n'a pas reçu de réponse ou d'oreille attentive de ce point de vue-là. Non, ce qu'il a essayé de faire, c'est de séparer la partie électrique de la partie ça aussi. thermique. Oui, bien sûr. Et là, on comprend bien que le marché n'en voulait pas. Le marché n'a pas eu tort d'ailleurs, du coup. Bien sûr. On se disait, c'est dingue, le marché ne veut pas de l'électrique chez Renault. Effectivement. Non, j'allais juste rajouter qu'en plus de toutes ces problématiques, il y a aussi la partie infrastructure. Comment va se consolider ou en tout cas se structurer le secteur sur les infrastructures qui sont à mettre en place aujourd'hui pour les bornes. Oui, bien sûr. Et tout ça pour l'instant, n'est nulle part. Est-ce que c'est chez les utilities ? Est-ce que c'est éventuellement Total se sépare par exemple de tout son réseau justement de stations-service. Donc comment ça va être pensé ? C'est pareil, le marché l'a pas du tout encore vu ni anticipé. Un des enjeux qui pourrait donner très certainement un bol d'air à l'industrie, ce serait une levée des restrictions réglementaires imposées par l'Europe on peut se poser la question. Alors évidemment, il y a la légitimité par rapport à la transition énergétique, etc. Après, d'un point de vue économique, c'est la légitimité d'imposer ces régulations par rapport à la Chine et par rapport aux États-Unis, où le rapport de force n'est absolument pas le même. Et d'ailleurs, Mario Draghi, dans les nombreuses recommandations qu'il a données, il y avait la levée de ces... Mais est-ce que c'est pas déjà trop tard ? Vous avez des industriels qui disent, mais attendez, nous, on s'est mis en ordre de marche sur ces objectifs. Est-ce qu'on n'a pas déjà franchi un point de non-retour, quoi ? Alors, c'est sûr que les milliards qui ont été dépensés justement pour le lancement des véhicules électriques hybrides, etc. Après, sur la partie, on le voit bien déjà sur la partie des constructions d'usines de batteries, etc. Là, que tout a été absolument gelé et à l'arrêt. Donc, tous ces capex qui étaient mis, ou ces investissements qui étaient mis en face, mais ce serait peut-être la solution la plus rapide de lever et enfin pouvoir dire sur le sujet de se couper un bras plutôt qu'être obligé de se couper deux bras, deux jambes de main. Des véhicules thermiques, de la vente des véhicules thermiques en 2035, déjà lever ça, peut-être que ça pourrait être bon. Bon, on verra. Il y a une nouvelle commission qui est aussi est en train de s'installer. Je voulais qu'on dise un mot de Covestro. Donc, personne ne connaît Covestro. Enfin, c'est quand même... Non, mais c'est un chimiste. Leader mondial sur sa chimie. Voilà. Donc, les spécialistes et les investisseurs connaissent Covestro, mais je veux dire, c'est pas une marque grand public, mais c'est un groupe chimique historique, allemand. On est dans le pur modèle d'affaires allemand de ce point de vue-là, racheté aujourd'hui par Abu Dhabi. Donc, c'est la plus grosse transaction de l'année. C'est la plus grosse transaction pour un pays du Moyen-Orient sur une entreprise européenne et allemande en l'occurrence. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette opération et du sens qu'on peut lui donner ? Abu Dhabi, très bon momentum. C'est une entreprise qui a perdu de l'argent ces 2 dernières années. Dans le cours de bourse, c'était quand même très, très déprimé. Donc, ils sont sortis du bois avant l'été, puisqu'ils ont engagé des discussions préliminaires pour essayer de se mettre d'accord. Après, c'est un capital qui était quand même très, très éclaté.
Les discussions étaient un petit peu longues parce que le management de Covestro souhaitait qu'il y ait des garanties apportées par Abu Dhabi, notamment sur toute l'empreinte industrielle. En sur Allemagne, lesquels ils se sont engagés évidemment à ne pas faire de licenciement, en tout cas pour les 5 prochaines années, je crois. Et puis en termes d'investissement également, ils ont la garantie qu'après la fusion ou le rachat, un rachat, il y a une enveloppe de 8 milliards d'euros d'investissement qui va être allouée pour faire croître Covestro, qui encore une fois est leader sur les activités de chimie sur lesquelles ils sont. Donc l'idée n'est pas de réduire le groupe, l'idée est de lui apporter de nouveaux moyens pour se développer sur des segments de croissance précis. Son leadership D'accord. Et pour pouvoir croître et attaquer le marché mondial encore plus qu'ils ne le sont aujourd'hui. Alors après, c'est sur le papier, on verra bien comment ça se passe sur l'exécution. Mais et pour l'Allemagne, c'est pas un problème. Je me dis parce que je vois le politique allemand qui s'émeut de voir la banque voisine italienne Unicredit commencer à monter au capital de Commerzbank. Là, quand c'est Abu Dhabi qui arrive et qui peut mettre 15 milliards pour racheter le chimiste historique, là, il n'y a pas de problème. Le chimiste Covestro a moins d'impact chez le consommateur allemand, plus que par sa banque qui pourrait être... qui pourrait c'est moins sensible. En Italie, c'est moins sensible. Pour les lecteurs allemands, c'est moins sensible. Après, mais c'est tout l'enjeu de la perte de vitesse européenne, de pas avoir les capacités de garder des fleurons comme ça. Mais ça fait partie du jeu aussi. Damien. En fait, c'est plus que de la perte de vitesse, là où le gouvernement ne réagit pas, c'est parce que c'est de la perte de compétitivité et qu'ils savent très bien que Covestro, avec les coûts qu'ils ont et avec la hausse des prix des matières premières et le fait que l'Allemagne, d'une manière générale, a eu une politique énergétique assez calamiteuse ces dernières années et du coup une fourniture de matières premières qui est plus compliquée, mais ils savent qu'ils ont besoin de quelqu'un pour soutenir Covestro. Donc ça, politiquement, c'est la raison. Après... dans les éléments importants, je pense aussi, c'est que Abu Dhabi, c'est un acheteur industriel. Donc, c'est via la compagnie pétrolière nationale. Eux, leur objectif, c'est de diversifier leurs sources de revenus et d'avoir une espèce de plateforme de distribution pour des produits autres que le pétrole, sachant que eux peuvent fournir le pétrole. Donc c'est un vrai sens industriel. Et la dernière chose, je pense, qui est intéressante, alors ça perd un peu de valeur sur Covestro parce que les premières rumeurs, elles datent de juin 2023, donc ça fait déjà... Ah oui, d'accord. Ah oui. J'avais vu ces dernières semaines, mais je n'étais pas remonté jusqu'à juin 2023. D'accord. En fait, les discussions, elles durent depuis plus d'un an. D'accord. Donc, j'allais dire... Est-ce que ça veut dire qu'il faut acheter des cycliques aujourd'hui ? C'est un peu ça la question qu'on peut se poser. Mais sachant qu'ils ont commencé à discuter il y a un an, c'est pas comme s'ils profitaient d'une opportunité comme ça du jour au lendemain sur le secteur cyclique. Ils peuvent avoir une vision un peu long terme, j'imagine. Eux, c'est carrément une vision long terme. Oui, c'est ça. Puisque c'est une vision industrielle. Donc, ça reste pas cher en Europe, de toute façon, pour un investisseur. Par rapport aux États-Unis, oui. Voilà, c'est ça. Pour un investisseur du Moyen-Orient qui a le choix entre l'Asie, les États-Unis ou l'Europe, de juin 2023 aujourd'hui, ça reste pas cher. Exactement. C'est moins cher et puis peut-être qu'ils n'auraient pas le droit de le faire aux États-Unis. Donc ils peuvent le faire. Mais voilà, le sujet, c'est est-ce qu'il faut acheter des cycliques je sais pas si on a le temps d'en parler, mais à notre avis, c'est trop tôt, quoi. Ben voilà, on a la réponse. Non, parce que je voulais qu'on dise un mot de la France quand même. Non, mais spécifiquement des valeurs françaises. Bon, on a eu le discours de politique générale de Michel Barnier, la séquence budgétaire d'ici la fin du mois. Tout le monde constate quand même qu'il y a eu un décrochage du CAC par rapport aux pairs européens depuis le 9 juin et la dissolution, qu'on joue plus dans la même cour, entre guillemets. C'est vrai aussi du point de vue obligataire, mais quand on gère des actions, en France, évidemment, on a forcément un panachage important d'actions françaises dans ces portefeuilles. Comment on réfléchit à la question de savoir si la situation politique, et ce qui débouche de cette situation politique, en termes de politique, de policy, pour le dire en anglais, quel type d'impact on imagine sur des valeurs, des secteurs, des entreprises localisées et françaises aujourd'hui? D'abord, je pense que la première chose, c'est qu'il y a des anomalies de marché. C'est-à-dire que la réaction tout ce qui est en France va forcément être impacté par cette politique. Le code postal, quoi. L'effet code postal pour un investisseur global, c'est côté à Paris, au CAC, c'est la France, je vends. Absolument. Et donc,
c'est pas si vrai, on le sait bien sûr, j'ai pas les chiffres en tête exacts, donc je vais pas dire de bêtises, mais dans les premières capitalisations, donc le CAC 40 pour parler simple, le poids du chiffre d'affaires en dehors de la France est colossal. C'est 15% en France. Ouais, c'est ça. Bon, Au global, des 40 85 en dehors de la France, pour le prendre dans ce sens-là. Donc c'est pas sûr colossal. que LVMH fasse 15% de son chiffre d'affaires en France, si on prend la première capitale. Non, bien sûr. C'est ça, ouais. Donc effectivement, ces anomalies de marché, il faut les voir pour justement en profiter. Il n'y en a pas eu tant que ça, en réalité, parce que les gros acteurs qui sont très présents en dehors de la France se sont extrêmement bien tenus. Je pense par exemple à Schneider Electric. C'est un exemple parfait où l'anomalie de marché, elle a été perçue par tout le monde. Par contre, il y a des grands mouvements, des fois, de vente d'indices qu'on connaît, assez mécaniques, où là, c'est emporté et c'est le moment d'y retourner. Après, de manière un petit peu plus globale sur la situation française, il y a aussi des entreprises qui étaient très exposées à la Chine, et c'est là où tout ça est assez imbriqué. Je pense au luxe, mais pas que. La consommation, un petit acteur comme Seb, par exemple, est extrêmement exposé, souffre de ça depuis un moment, et donc ce catalyste-là, il peut aussi être intéressant à jouer. Alors, vous pouvez parler des petites et moyennes capitalisations, il y a eu un rebond. Moi, je reste persuadée, malheureusement, que sur ce segment de marché aujourd'hui, il y a une liquidité qu'on ne retrouvera plus. Il y a des small et mid cap. Alors, on va prendre les termes, des sociétés qui sont entre 1 milliard et 3 milliards de capitalisation, donc elles sont plutôt proches de small que de mid, qui étaient, il y a encore quelques années, entre 5 et 10 milliards. Et force est de constater que le marché délaisse, au-delà de la thématique, les valeurs pour des problématiques de liquidité. C'est très difficile de traiter en bourse ces sociétés-là aujourd'hui. Donc il va falloir retrouver un peu de confiance. Il y a des rebonds techniques, on vient de le voir. En termes de style, il y a eu des rebonds aussi. On évoquait les cycliques. Moi, je partage complètement cet avis, même si j'en discute beaucoup au sein de mon équipe. Il y a eu un très fort rebond des défensives. Pour autant, depuis maintenant quasiment une semaine, on voit un engouement de marché qui s'est fait à l'inverse complètement. Et pas tellement que sur les cycliques, pour reprendre un peu ce qu'on a dit en début de séance, mais sur des valeurs de moins bonne qualité. Ouais. Au sein des cycliques, les valeurs de moins bonne qualité. Quelle conclusion on en tire, Léa ? Pour moi, c'est un effet d'aubaine très rapide sur le marché suite aux annonces de baisse des taux qui est mécanique. C'est du bruit plus qu'une tendance. Qui consiste à dire, en fait, le signal est fort, la baisse des taux, c'est une hausse des marchés actions, on prend du risque et on ne va pas plus loin. Et progressivement, je pense de toute façon que rester sur des profils plutôt défensifs en ce moment, étant donné tout ce qu'on s'est dit, est assez judicieux. Ouais. Sur le cas des actions françaises, Xavier, dans quelle mesure la situation politique qu'on connaît et les conséquences qu'elle peut avoir sur le plan fiscal, budgétaire, évidemment, dans quelle mesure c'est à prendre en compte quand on gère des actions françaises là aujourd'hui ? Le coup de tabac qu'on a eu à la suite de l'annonce de la dissolution, ça a permis aux gens, je pense, de se rendre compte qu'ils avaient été peut-être trop exposés au marché actions France. Alors ça, historiquement, c'était assez logique. On a vu le CAC a quand même surperformé les indices. C'est largement ces derniers trimestres, notamment portés par l'industrie du luxe, etc. Tant que le luxe allait bien, voilà. Effectivement. Et donc ça, ce qui a fait que finalement, on se laissait porter et le poids de la France au sein des allocations a logiquement monté. Donc là, c'est l'occasion de se dire, on remet les choses à plat, il faut réduire ces allocations sur la France. Il y a trop d'incertitudes aujourd'hui. On ne remet pas en cause du tout la qualité de certaines sociétés, mais ça rejoint ce que je disais sur le stock picking et la sélection de valeurs qui va être essentielle. Et puis, l'enjeu d'une bonne allocation, c'est la diversification. Et aujourd'hui, vous avez la machine américaine qui continue de dérouler, même si ça se normalise et un peu d'incertitude peut-être sur les élections, mais globalement, ça reste la monnaie de référence, ça reste la dette de référence, ça reste la croissance de référence, ça reste le marché de référence. Donc il faut être investi aux États-Unis. En Europe, il faut être sélectif. On a brièvement parlé des pays du Sud, notamment de l'Espagne, qui des entreprises de très très bonne qualité, qui travaillent très bien avec l'Amérique latine, sur lequel il y a une dynamique de croissance qui reste très bonne. Ça, c'est un bon univers d'investissement que vous aimez bien aujourd'hui, là. L'Espagne, c'est notamment Inditex qui continue à dérouler. C'est un métronome, Inditex. Pour ne parler que de cette société. Et puis sur la partie allocation obligataire, il y a toujours du rendement et on peut jouer des entreprises françaises qui sont très bien notées, de très bonne qualité et qui, pour un risque de crédit extrêmement limité, offre du rendement et de la visibilité là-dessus qu'il faut avoir dans son portefeuille en termes d'allocation et de diversification. Ouais. Un mot pour conclure avec vous, Damien, sur la philosophie un peu de l'investissement là aujourd'hui, ou d'une allocation, ou la gestion d'un mandat. Xavier, c'est que
lors de nos derniers rendez-vous, on a déjà dit la même chose, c'est que aujourd'hui, vous achetez des obligues, vous avez un rendement qui est quand même très satisfaisant pour une volatilité qui est faible. Ouais. Et pour l'instant, à court moyen terme, on ne voit pas de raison pour laquelle ça changerait. C'est-à-dire que la tendance, c'est quand même la baisse des taux. Ben justement, après, on peut toujours discuter. Les taux, ouais, d'accord, ok. Bah, la baisse des taux, c'est de la plus-value sur vos obliges. C'est de la plus-value, ok. Ouais. Et c'est de la plus-value, sachant que si vous faites un portefeuille, on va dire, équilibré entre du haut rendement et de l'investment grade, vous allez tirer en brut 4%. Quoi. Donc aujourd'hui, rendement 4%. Si baisse des taux, vous allez un peu améliorer la sauce. Tout à l'heure, on a dit que à court moyen terme, on ne voyait pas trop quel était le catalyseur pour les actions. Donc nous, on continue d'être assez agressif sur la partie obligataire. Ah ouais. Oui, ça reste un moment favorable pour le crédit, quoi, pour la partie obligataire. Oui, ça reste un moment encore très favorable pour le crédit. Bien qu'on sorte de 18 mois de très bonne performance du crédit, ça reste encore favorable. Ouais. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Damien Charlet, le directeur de la gestion sous mandat de Mandarine Gestion, Léa Dunan-Châtelet, directrice de l'investissement responsable de DNCA, et Xavier Deburen, directeur des investissements chez OTA Capital.